Nous tous, En celle leader nous nature, qui nous reste solidaire. comprend ça qu'en se valer, Nous la terre, nous la mer, de nous manger. jamais nous bisa misère. Faire tout ce qui besoin pour bâtir. À nous moyer piquer pour nous l'avenir, Nous richesse, God nous promesse, aide tout Mauricien et n'en meilleur l'endimé, à nous mobiliser pour mettre bonté, dans nos sociétés créer l'opportunité pour un meilleur futur. pour génération qui peut finir. Diminuer carbone, Pour un meilleur développement, à nous comprendre changement climat, protège nos biodiversités. bien essayer si nous consommons local, Ensemble, en nous l'héritage naturel, God nous utilise tranquille, valorise la culture, existe-toi, mon pays. à nous vine signataire, Pour un l'île Maurice, meilleur. et durable. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Les lumières n'ont pas tardé à revenir. Voilà, ça y est, vous me voyez mieux. Donc, bienvenue à vous tous. Je suis Michael Apaya, en charge du département développement durable et inclusif à Business Mauritius. Très heureux de vous accueillir. Vous tous, invités de tout type d'entreprise, du monde diplomatique, des organisations du secteur privé, les organisations société civile, ONG, associatifs qui sont avec nous aussi cet après-midi. Et on a aussi les acteurs du recyclage, recycleurs qui sont présents et quelques personnes du monde académique qu'on a invitées, des universités aujourd'hui. Donc bienvenue, très heureux de vous accueillir avec nous pour ce thème d'aujourd'hui que nous avons décidé de baptiser « Tous engagés vers l'économie circulaire » dans le cadre de notre programme Signature, qui nous permet donc de démontrer l'impact environnemental et social des entreprises à l'île Maurice. Et on a co-construit cet événement avec nos partenaires de la région Réunion et de l'Union européenne, qu'on remercie de nous avoir accompagnés dans la construction, et nous aurons le temps de vous entendre juste après au courant de cette session. Et merci aussi de la présence de nos acteurs secteur public, Monsieur Carole Essard qui est avec nous, directeur donc du Solid Waste Management Division. Et je pense qu'il y a d'autres représentants aussi, secteur public, qu'on a conviés qui sont dans la salle. Je vois quelques visages. Ce qu'on vous propose, c'est d'avoir quelques temps d'échange, quelques courtes présentations pour démarrer. Durant ces échanges, on aura aussi des temps de questions-réponses. On vous laissera interagir avec nous. Premièrement, moi, je vais démarrer par aller un peu plus loin que la vidéo qu'on vous a montrée sur Signature, qu'on prononce bien comme cela en créole volontairement, parce que quand on a commencé à discuter avec nos membres dans notre Sustainability Network, qui regroupe une centaine, on va dire, de CSR / Sustainability Officer Manager, ça dépend des entreprises, on leur a demandé, en octobre de l'année dernière, s'il y avait une utilité de créer quelque chose au niveau local pour démontrer l'engagement des entreprises en matière de durabilité, soutenabilité. Et ils nous ont dit, ces entreprises, on fait du reporting du UN Global Compact, on fait du reporting au GRI, si on est listé à la Bourse de Maurice Sustainability Index. Et c'est très intéressant de mettre cela dans notre rapport annuel, mais c'est vrai qu'avoir quelque chose de purement local qui parle encore plus aux citoyens, à nos concitoyens, ça serait un acte patriotisme. Et donc, on a été dans la démarche pendant presque un an, maintenant, octobre 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et on a ce pacte Signature qui nous emmène donc à signer, à s'engager, mais qui nous emmène de plus en plus à être à l'écoute des signes de la nature et à faire les choses par nature, à faire un développement par nature dans le monde de la communauté des affaires. Donc c'est vraiment un engagement qu'on place ici aujourd'hui. On en a déjà parlé lors de notre Assemblée Générale il y a 2 mois maintenant, presque septembre de cette année.
On a fait un premier événement en octobre sur le développement inclusif. On a suivi avec un événement sur la transition énergétique. Et donc, on est presque sur un rythme d'un événement par mois. Et là, on termine l'année sur l'économie circulaire avec vous. Ce que je vous propose, c'est de voir dans le concret ces 5 engagements que vous voyez, qu'on a qualifiés de notre mission. Il y a 5 phrases, elles ne sont pas très visibles là, mais on a prévu de vous laisser quelques brochures à la fin. Sinon, je dis bien quelques. On a fait le choix d'imprimer peu de brochures, mais vous retrouvez l'ensemble des informations sur www.signatir.mu. Les 5 engagements sur la transition énergétique, sur justement l'économie circulaire avec la production et la consommation durable, en incluant dans l'économie circulaire volontairement les chaînes de valeur agricoles. Donc c'est directement inclus dans cet engagement numéro 2, sans ordre de priorité, mais à un moment donné, il faut mettre quelques chiffres pour s'y retrouver. Le troisième, qui est construit autour de la protection de la biodiversité, le capital naturel du pays. Et donc c'est un engagement vraiment sur le capital naturel et le changement climatique. Le quatrième, qui est davantage construit autour des villes et de communautés durables, vivre ensemble dans les communautés des villes existantes. On insiste beaucoup sur la nature existante. Et le cinquième, qui est donc sur la dimension de développement inclusif. On a traduit ces 5 phrases, parce que là c'est un engagement dans un pacte, en 5 grands champs d'action que vous retrouverez aussi, et qui nous permet donc d'avoir 5 x 6 actions, donc une palette de 30 actions pour voir l'engagement et mesurer l'impact des entreprises en la matière. Donc je ne détaille pas les 30 actions aujourd'hui, ce n'est pas le but, on se focalise sur l'économie circulaire. Vous avez les informations, comme je dis, à disposition. Mais la première information que je peux donner ici, c'est que souvent les entreprises me disent « j'avais pas compris qu'on avait le droit de juste choisir une action et d'être donc du coup dans la dynamique Signatir ». Et c'est vraiment ce qu'on veut mettre en place aujourd'hui. C'est Business Mauritius, on a plus de 1200 entreprises membres, de la PME aux entreprises les plus importantes. Et donc on a cette palette effectivement d'entreprises à pouvoir engager dans la démarche. Donc tout est volontaire. Tout est sur une base d'auto-évaluation de l'entreprise. L'entreprise auto-détermine son effort. Et on ne prétend pas être une agence de classement des top 100 meilleures entreprises. Ça ne sera pas le cas, on ne le fera jamais. On ne prétend pas non plus vous certifier des bonnes pratiques. Vous êtes responsable de vos bonnes pratiques que vous allez déclarer. Donc je voudrais vraiment mettre ça vraiment comme point de départ. Une entreprise qui décide d'encourager ses employés à manger végétarien le lundi midi, parce que c'est l'action sous la biodiversité Meat Free Monday, c'est une entreprise qui est signataire. Et elle rentre dans le réseau signataire. On va essayer de jouer un peu sur les mots Signatir et donc des futurs signataires. Je vous invite d'aller donc maintenant sur le site web pour avoir plus d'informations. Comme promis, aujourd'hui, on se focalise sur l'économie circulaire. Et dans chaque action, on a prévu un guide. Donc 5 guides que vous retrouverez aussi sur le site web, qu'on a donc pour aujourd'hui imprimé, celui-ci que vous retrouverez, et vous aurez les 4 autres sur le site en matière d'économie circulaire. On a volontairement imprimé sur ce type de support, puisqu'on avait pensé à la base de faire que du digital, puis à un moment donné on a imprimé, donc on avait travaillé sur un format, et l'imprimeur a bien voulu nous suivre dans la démarche d'imprimer sur ce support-là. Ça nous fait aussi un gain de papier, en fait. Et toute la création, couleurs, logos, même le site web, on a été dans des logiques d'éco-conception, que je ne vais pas détailler ici, mais si vous voulez travailler sur un logo éco-conçu, vous pourrez en discuter après pendant le cocktail. On a des actions, en fait, voilà, c'est quelques chiffres, mais vous les retrouverez. J'aimerais bien garder une dynamique assez rapide et cadencée pendant cette séquence et de ne pas maintenir le micro. Mais c'est les chiffres au niveau de Maurice. On a plus de 500 000 tonnes de déchets par an, avec des filières de recyclage qui sont plutôt embryonnaires. Et là, je dois vraiment dire, et je le dis à chaque fois dans chaque conférence, je crois, on doit vraiment saluer l'action de la vie citoyenne, société civile, ONG, qui a développé ces filières de recyclage et qui entraînent de plus en plus cette dynamique. Et on est très heureux de vous rejoindre en matière maintenant d'engagement au niveau des entreprises à travers ce pacte. Si on va à l'avant-dernière, je crois, à l'avant-dernière page de ce guide, on se focalise sur les 6 actions
les fameuses 6 actions qu'on a dans l'économie circulaire. Volontairement, je vais commencer par l'action tout en haut sur le single-use plastique. Quand on a co-construit le pacte et les actions avec les Sustainability Managers, on a dit en fait que ça serait bien de faire en sorte que il y a déjà des dynamiques d'interdiction, pas d'interdiction, mais d'entreprises qui étaient déjà dans une mouvance de ne plus acheter paille, papier, paille, couteau, fourchette, assiette. Donc c'était déjà quelque chose d'enclenché. Nous, on a voulu juste aller un tout petit peu plus loin sur cette matière single-use plastique. On est vraiment en train de se focaliser ici sur les importateurs et de dire aux importateurs que sur des produits finis, ça serait bien de commencer à se sourcer sur les marchés vertueux. Puisque dans le monde, on ne va pas nous arriver à dicter le marché des produits alternatifs à l'échelle de Maurice. À notre échelle à nous, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, il y a des marchés vertueux qui se mettent en place et des pays qui vont beaucoup plus loin dans la réglementation. Et donc, c'est de dire sur les produits finis, packagés, ce serait intéressant d'avoir des importateurs qui s'engagent à changer de gamme ou à changer carrément de pays de provenance parce que je m'engage à importer et à mettre sur le marché un produit où il y aura moins d'emballage plastique. Donc ça, c'est vraiment une notion pour les importateurs. Alors vous allez me dire, les producteurs locaux sont plus impactés par l'éco-design. Nous, on voudrait les engager, et je remercie Bruno Dubarry, CEO de l'AMM, qui va être avec nous. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais dès, je pense, le premier trimestre de l'année prochaine, on pourra un peu plus aller plus loin, signature, éco-design, avec notre membre partenaire manufacturiers locaux, et d'engager des projets en la matière. Il y a une action sur le food waste, donc dans les entreprises qui peuvent valoriser le gaspillage, enfin, la chasse au gaspillage alimentaire. Je n'en parle pas aussi ici aujourd'hui, mais très volontiers pour organiser des nouveaux événements de ce type au courant de l'année prochaine. Ce qu'on aimerait davantage aujourd'hui, c'est de voir l'action autour de l'achat responsable, l'achat durable, qu'on a baptisé le Buy Sustainable Act, et quelques actions autour de la valorisation de déchets. On n'a pas voulu focaliser notre événement sur la valorisation de déchets, parce que parler économie circulaire, très souvent, on devient très réducteur et on se dit, tiens, recyclage. Mais on a vraiment voulu essayer de voir beaucoup plus large. Économie circulaire, ça concerne aussi l'achat responsable. Et pour ce faire, j'aimerais avoir notre première discussion. C'est une discussion, Chérine. D'accord. Elle me disait tout à l'heure que je n'avais pas vraiment vendu ce format-là. Donc, une première discussion avec Chérine Gueny, directrice du Made in Maurice, que je souhaiterais donc accueillir ici. Je vais récupérer un deuxième micro et demander en fait à Chérine de nous présenter en quelques mots Made in Maurice, pour ceux qui ne connaissent pas de quoi on parle. Bon, alors, rectifions les choses. Tu ne m'as pas vendu les choses, c'est juste que tu m'avais dit que c'était une conversation informelle et sympathique. Sympathique, je ne doute pas, parce que je connais bon nombre d'entre vous, donc je suis ravie de vous retrouver. Et pour ceux que je ne connais pas, je suis ravie de vous rencontrer. Donc, bon après-midi à tous. Chérine Gueny, Managing Director du Made in Maurice. En effet, il y a la version courte ou la version longue. Extra courte. La version extra courte. Alors, le Made in Maurice, c'est quoi? C'est d'abord un label, une initiative de l'AMM, Association of Mauritian Manufacturers, lancée il y a 8 ans maintenant. Alors à l'origine, en fait, 11 membres fondateurs de l'AMM se sont rejoints autour d'une table un jeudi après-midi en se disant « il est grand temps qu'on valorise nos métiers, nos savoir-faire et surtout notre industrie locale ». Pourquoi ? Parce que à la suite de 2004-2005, barrières tarifaires qui tombent les unes après les autres, les choses se corsent, nos supermarchés se remplissent de produits et de marques qui viennent de l'étranger et des 4 coins du monde. Et donc, nos industriels faisaient face à une concurrence, on dira, déloyale, ou en tout cas avec certains risques de dumping. Donc, la vraie nécessité de prendre les choses en main et de lancer donc un label qui aurait pour objectif d'attester de l'origine du produit, d'abord et avant tout, mais surtout aussi de venir parler et prêcher pour la qualité mauricienne. Donc pour ce faire, on s'est fait accompagner par SGS, que beaucoup d'entre vous connaissez, pour toute la partie cahier des charges, parce que le Made in Maurice, effectivement, ce n'est pas juste une identité, un label, une fierté, mais c'est aussi un cahier des charges très structuré,
rigoureux et qui vient attester donc de la qualité du process de fabrication d'un produit. Nous avons aujourd'hui, au bout de 8 ans, plus de 350 marques locales, plus de 2500 produits et représentés sous 6 secteurs différents. L'agroalimentaire, l'industriel, le textile, le culturel et créatif qui comprend aussi des applications, des livres, de la musique, le secteur agricole et plus récemment les services hôteliers. Donc, par exemple, le groupe Attitude qui a 7 hôtels est labellisé Made in Maurice. Et je cite Attitude parce que pour moi, c'est un parfait exemple de ce qu'on avait comme vision, en tout cas à l'origine, sur créer des ponts et des passerelles entre les différents univers et les différentes industries. Donc, à la sortie du confinement, Attitude s'est engagé à faire 50% de son local procurement d'ici 2022 auprès des marques Made in Maurice. C'est exactement ce qu'on cherchait et c'est exactement ce qu'il faut pour justement non pas seulement l'effet multiplicateur économique d'une industrie locale forte et dynamique, mais aussi une implication et un développement durable, autant social qu'environnemental. Je propose pendant 1 minute de voir la dernière campagne, Made in Maurice, et on reparle juste après. Les nous lever, les mondes inarrêtés, Maurice vient tomber. Zodi nous élever, c'est la solution dans nous la mer, c'est nous solidarité. Zodi, me tini-toi, te tini-moi. Zodi, l'essentiel que nous avançons ensemble. Parce qu'il confiance. Nuena. Zodi nous guette divan, parce qu'il espoir. Nuena. Zodi, nous faire une soie. Zodi nous choisir pour consommer local. Oui, Nouena. L'énergie. Savoir-faire. Vision. Volonté. Qualité. Nouena. Nouena. Nuena. Nuena. Nouena. Nuena Made in Maurice. Dans un symbole-là, Nuena nos fierté, Nuena nos capacités. Dans ce symbole-là, nous avons notre travail, nous l'engagement. Ça symbole-là, lit pour toi, Et pour moi, Li pour nous. et quand nous resté local, ensemble, nous contribuer pour redresser l'économie du pays. C'est une solution dans nous la mer. C'est nous solidarité. C'est nous solidarité. Et ça, l'essentiel pour nous l'avenir. Made in Maurice, Nuena. Alors, je crois que cette vidéo elle a une belle histoire aussi. Oui, elle vient d'être primée film de l'année auprès des Creatives de l'océan Indien. Donc on est ravis. C'est bien signe que la marque et le label se fait connaître aussi au niveau de la région et qu'elle a été évaluée en fait par des jurys à travers le monde. Donc c'est une jolie reconnaissance. Mais j'espère surtout qu'elle vous a touché et qu'elle a marqué vos esprits, si vous ne l'aviez pas déjà vue. Donc elle fait partie d'une grande campagne qu'on a lancée à la sortie du confinement sur l'importance de l'achat local et tout ce qui va avec et qui en découle. Alors justement, pour marquer davantage les esprits, en plus de la vidéo, si on a pris, nous, le pari de mettre comme engagement de se dire « Buy Sustainable Act », donc améliorer son pourcentage d'achats Made in Maurice sur l'ensemble de ses achats, c'est vraiment un pari qu'on lance aux entreprises. Qu'est-ce que ces entreprises, peut-être futurs signataires, gagneraient comme collaboration, comme échange, comme information à travers Made in Maurice aujourd'hui? Alors peut-être avant d'arriver à ça, je précise que les 2 critères d'éligibilité, par exemple pour le Made in Maurice, sont 80% du chiffre d'affaires de la marque doit être fabriqué localement et le produit doit pouvoir attester de 25% de valeur ajoutée. Ça veut donc dire qu'il y a investissement productif, ça veut aussi dire qu'il y a des emplois, du savoir-faire, des métiers, des connaissances, de la créativité, du talent, etc. Donc c'est aussi ça qu'on défend. C'est aussi tout un process, comme je le disais tout à l'heure, de qualité sur la fabrication qu'on vient attester avec SGS, mais aussi tous les engagements sur le développement durable, environnemental, social, etc. Par exemple, le cahier des charges, il est revu d'une année à l'autre et il est mis à jour. Et depuis 2 ans, on demande à nos adhérents de s'engager sur 3 Sustainable Goals. Donc 3 des 17 SDGs, voilà, je le dis plus facilement en anglais. Donc ça, c'est bien signe qu'au-delà de la qualité, il y a aussi cette volonté et cette mise en œuvre de nos adhérents qui s'engagent socialement et environnementalement
pour leur ancrage local. Donc ça, pour nous, ça veut beaucoup dire. Quand on défend l'acte d'achat local, l'acte d'achat Made in Maurice, ce n'est pas que sur la qualité, mais c'est aussi face à des entrepreneurs qui prennent le gage de ce commitment, justement, sur un territoire, tant au niveau social qu'environnemental. Donc ta question par rapport à comment, on va dire, faciliter les choses entre une plateforme et l'autre, pour nous, effectivement, ça va de soi. Je crois que notre plus gros combat, en tout cas pour celui 2021, ce sera définitivement tout ce qui est local procurement. Si toutes les entreprises, à la fois privées et publiques, s'engageaient auprès du Made in Maurice, auprès des entreprises locales, en tout cas, à s'engager sur l'achat local, ce serait donc, quelque part, c'est des vases communicants. Plus j'achète du Made in Maurice et plus je facilite le travail d'un entrepreneur qui s'engage, lui, pour sa communauté, ses employés et tout un réseau social et environnemental. Donc, j'ai envie de dire, c'est tout à fait dans une démarche d'économie circulaire. Eh bien, merci. Je pense que la suite à donner, c'est de continuer les échanges et discussions après, pendant le cocktail qu'on aura tout à l'heure aussi, et éventuellement aussi dans les différents ateliers qu'on va monter au courant de 2021 sur le réseau des signataires et le réseau d'acteurs qu'il peut y avoir avec Made in Maurice aujourd'hui. Merci. Merci. J'allais rajouter juste tout à l'heure qu'on discutait sur l'idée justement d'amener le réseau Made in Maurice sur la plateforme Signature, pour que justement la mesure, c'est un tir, pour que la mesure soit faite et que justement il y ait de plus en plus de gens qui soient connectés sur ces enjeux et donc que ça fasse une vraie différence et que l'impact soit mesurable et quantifiable. Voilà. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci, je récupère le micro. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Victoria Fauve, Victoria Deveau, qui est avec nous aujourd'hui, qui représente Zero Waste Mauritius. Je donne le micro. On a voulu, approcher un tout petit peu par ici pour la caméra qui est juste là, merci. On a voulu aussi donner la parole à ce mouvement Zero Waste Mauritius, déjà pour que les gens qui ne connaissent pas puissent comprendre, mais préciser que Victoria intervient avec nous depuis quelques mois maintenant dans ce groupe de travail qu'on a sur l'économie circulaire et qui nous permet d'avoir un relais vers la société civile, de savoir directement ce que pense le consommateur. Alors si... un peu comme Chirine, Zero Waste Mauritius, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors Zero Waste Mauritius, c'est une plateforme citoyenne, on n'est pas une ONG, qui existe depuis environ 4 ans. Et on veut vraiment porter la voix des citoyens sur ces sujets. Donc on a 3 missions. Déjà le maintien d'une plateforme en ligne qui permet de discuter, de partager sur ces sujets, de poser des questions, de partager des ressources, mais également des interventions dans les écoles et les groupes de jeunes pour partager sur ces sujets. Et puis le dialogue avec les entreprises, de porter l'advocacy en fait, de porter la voix des citoyens de l'avant, que ce soit aux entreprises, mais aussi parfois au gouvernement. En tout cas, nous, au niveau de notre groupe de travail, c'est très intéressant parce qu'on peut concevoir des projets, essayer de mettre en place des initiatives dans les entreprises, mais de toujours tout de suite avoir l'interaction avec ce que pense le consommateur, la façon dont le consommateur voudrait retrouver aussi son produit sur le marché ou dans la grande distribution, etc. Ça permet de tout de suite recalibrer, avoir une caisse de résonance beaucoup plus importante. Nous, on en a discuté la semaine dernière avec Victoria, on aimerait amplifier ce type d'interaction, tout comme on le fait aujourd'hui à travers ce que je commence moi aujourd'hui à appeler, et je vous donne un scoop, mais je l'appelle petit à petit là, le club de l'économie circulaire à l'île Maurice. Mais un retour d'expérience que j'aimerais réécouter, mais peut-être pour certains entendre pour la première fois, ce retour d'expérience d'un groupe citoyen qui rencontre un des géants de la grande distribution à Maurice et ailleurs, Super U. Qu'est-ce que ça donne comme retombée ? Alors déjà, merci de nous donner cette plateforme. Donc au fait, c'est arrivé un peu par hasard. En fait, on était déjà dans cette démarche d'advocacy, de porter la voix des citoyens. Mais souvent, en tant que citoyen, les personnes ressentent qu'ils ne peuvent pas avoir un impact sur l'économie circulaire. Ils se sentent trop petits, ils n'ont pas de voix, c'est le gouvernement, c'est les entreprises, c'est les autres. Et en fait, on voulait vraiment redonner ce pouvoir à tout un chacun, que monsieur et madame tout le monde, non, ils ont leur mot à dire en tant que citoyen. Et donc, ça a commencé quand Super U, du coup, qu'on a rencontré, a commencé à interdire aux personnes d'emmener leurs sacs pour le rayon fruits et légumes. Donc oui, c'est des sacs biodégradables, mais biodégradables
Et compostable, c'est pas la même chose. Et puis surtout, comment on en dispose correctement à Maurice. Ça a beau être compostable, souvent c'est compostable dans des industrial facilities qui ne sont pas encore mis en application. Donc des personnes voulaient apporter leur propre sac réutilisable parce que c'est beaucoup moins de déchets dans ces cas-là. Et du coup, ça passait très bien. Et puis du jour au lendemain, ça a été interdit. Les citoyens n'étaient pas très contents. Et donc ils sont venus sur la plateforme, ils ont partagé, il y avait beaucoup de personnes. Et on a dit, ok, au lieu que ce soit juste en ligne, comme ça, juste entre nous, ça ferait quoi si déjà on écrit une lettre, on essaie de faire remonter ça. Et du coup, pas mal de citoyens de la plateforme ont écrit des lettres et Super U nous a répondu et on a ensuite voulu discuter avec eux. Parce qu'on pense que c'est vraiment un travail qu'on est tous ensemble. C'est pas, ok, les citoyens, on va venir, on va gronder. Non, c'est vraiment comment on travaille tous ensemble. On partage tous la même île. C'est un sujet qui nous touche tous. Donc on a été invités par Super U à une table ronde, donc à une discussion. Comment ça se passe concrètement? Quand on a une invitation comme ça, on le met sur le groupe, on fait OK, qui veut aller représenter la plateforme? Normalement, c'est 2-3 personnes, souvent des volontaires qui ont suivi notre Train the Trainer. Et puis, on fait OK, donc ces 2 personnes-là vont y aller, mais vous, qu'est-ce que vous avez à dire? Donc, on invite pendant une semaine, 10 jours, tous les citoyens à donner leur feedback. Et nous, ceux qui vont aller à la discussion font une feuille de route pour que quand on vient rencontrer l'entreprise, c'est pas juste 1 ou 2 personnes, c'est vraiment tout un chacun qui veut porter, qu'on peut emmener ces propositions-là. Et donc, dans le cas de Super U, ce qui s'est passé, c'est qu'après plusieurs discussions, ils ont quand même... déjà, ça permet aux citoyens de comprendre les difficultés auxquelles l'entreprise fait face, parce que souvent, on pense, c'est super facile, pourquoi ils le font pas? Mais non, il y a pas mal d'implications. Et donc, ça permet cette compréhension, mais aussi à l'entreprise de voir ce que les citoyens demandent. Donc, à la suite de cela, il y a des sacs réutilisables en filet, qui ont été introduits dans Super U, qui ont été faits localement par une artisane qui utilisait des restes de tissu en plus, que tout un chacun pouvait utiliser. En plus, c'était écrit un panneau qui était écrit qui invitait les personnes à les utiliser. Donc, c'est pas en tant que citoyen, je sais pas trop quoi faire, est-ce que j'ai le droit ou pas? Non, c'était vraiment l'entreprise qui invite les citoyens à faire ce geste. Et tout récemment, il y a une deuxième de nos demandes qui a été mise en place. Donc on ne sait pas si c'est à la suite de ça ou pas, mais on espère que peut-être ça a encouragé. Maintenant, rayon charcuterie et fromage, les citoyens peuvent emmener leur boîte en verre au lieu de les mettre dans du plastique. Donc ça peut paraître comme anecdotal, mais je pense que ça montre que c'est possible, en tout cas, en tant que citoyen et d'entreprise, d'avoir cette collaboration et d'avoir des nouvelles idées peut-être. En tout cas, nous, on est très ravis, merci Victoria, de ce type de collaboration constructive. Merci à elle pour son intervention. Moi, j'ai expérimenté un Super U dans le Nord et j'ai eu 2 réactions de personnes qui étaient derrière moi, parce qu'évidemment, quand vous allez avec votre filet, il faut que la dame fait ça très très bien d'ailleurs, reprend vos fruits et légumes, ressort du filet pour les peser par catégorie, puis remet dans le filet. Et donc il y avait 2 types de réactions, ceux qui étaient ravis, voulaient comprendre mais pourquoi vous faites ça, etc. Et puis ceux qui étaient vraiment pas contents parce que je prenais plus de temps dans la file. Mais bon, il faut petit à petit continuer, mais en tout cas, merci beaucoup à Zero Waste Mauritius d'être avec nous et de pouvoir continuer à collaborer ensemble. On passe maintenant à un deuxième temps de ce type de club économie circulaire avec notre partenaire, la région Réunion, Grégory Martin, qui nous aimerait nous partager quelques informations et quelques projets du côté Réunion, et aussi, après, laisser la parole à notre partenaire Cluster Green. Voilà. Exactement. Parfait. Pour la présentation, bonjour à toutes et à tous. André, je t'en prie, tu peux nous rejoindre. Merci. C'est vrai qu'on a voulu un format un peu plus informel et pas forcément, merci Mickaël, trop protocolaire, mais je salue encore une fois la présence des corps diplomatiques, Vincent Degert, l'ambassadeur de l'Union européenne, des messieurs, dames, les représentants du secteur privé. En fait, on a véritablement voulu terminer l'année sur une note positive, parce que cette année, elle a été, je pense, assez lourde pour tout le monde. Et j'aime beaucoup montrer cette image qui montre, depuis la Réunion, on voyait le Maurice. Alors, encore une fois, je suis dans mon travail de coopérant entre Maurice et la Réunion, mais c'est de se dire que quand même qu'à quelques minutes de Maurice, on a l'île de la Réunion et qu'aujourd'hui, les relations entre nos 2 territoires sont véritablement structurées et fortes. Au même moment, dans 10 ans, nous avons le premier bateau hydrogène qui accoste Port-Louis, et dans ces cales, des copeaux de bois et également des flecs de PET.
Ce navire, qui est un co-investissement entre Maurice et La Réunion pour justement sécuriser les échanges économiques entre nos territoires, a quitté Madagascar il y a 3 jours de cela, avec justement des copeaux de bois pour alimenter les IPP à La Réunion et à Maurice, afin de leur permettre de sortir du charbon en 2024 et en 2026. Les flex de PET vont alimenter l'usine de Bottle to Bottle, qui est un co-investissement entre les acteurs privés embouteilleurs de Maurice, La Réunion, Madagascar et d'autres pays de l'océan Indien, l'idée par Felix Beveridge, qui a porté un projet similaire pendant quelques temps, et permettra justement à nos îles d'offrir une seconde vie au plastique à usage unique. Vous me voyez venir, bien sûr, nos mix électriques seront 100% à base d'énergie renouvelable, ce qui permet d'avoir des pools d'énergéticiens en énergie renouvelable, en stockage, en maîtrise de l'énergie et en efficacité énergétique, qui seront en train de conseiller des petits États insulaires dans le monde entier sur la transition énergétique. Et pour terminer cet exercice de prospective, c'est de se dire aussi que nos îles sont à 80% autosuffisants en légumes et en fruits, notamment grâce à un programme d'agriculture raisonné et à l'agroécologie, fort justement d'un partenariat entre Maurice et La Réunion qui a été initié à partir des années 2020. Revenons en 2020. C'était une année, on va dire, extraordinaire, terrifiante et inspirante. On va passer rapidement sur les réalités, mais on touche à peine les problématiques, et on s'est rendu compte que nos systèmes linéaires portent des conséquences incroyables, notamment sur nos économies. Donc il est temps d'avoir des territoires beaucoup plus résilients et génératrices d'avenir. Et pour nous, en tout cas, à La Réunion, et je pense que pour Maurice aussi, parce que si on est présent avec autant de personnes de divers horizons, c'est qu'on a décidé de prendre le pari de coopérer. Pour nous, la réponse viendra de la coopération. Alors, next slide, s'il te plaît. Merci. À La Réunion, on a décidé de s'engager dans cette aventure, de structurer des nouvelles économies. Économie circulaire, bioéconomie, construction durable, transition écologique. Ça nous a pris du temps, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à porter ses fruits. On a réussi à structurer des milliers d'emplois autour de ces nouveaux secteurs d'activité. Et on a peut-être un petit retour d'expérience qu'on pourrait vous partager, c'est de se dire qu'il y a quatre briques. On a besoin d'une volonté commune, secteur public, privé, société civile. On a besoin de méthodologie, on a besoin d'outils, de R&D, de plateaux techniques, et surtout on a besoin d'un accompagnement bienveillant. Encore une fois, cet accompagnement, il est vraiment dû grâce à l'AFD, l'Union européenne et la France qui nous ont en tout cas aidé à structurer ces nouvelles économies sur La Réunion. Je voulais juste rapidement donner 2 ou 3 exemples d'outils. On a à La Réunion le CIRAD. Le CIRAD, c'est un organisme d'agronomie qui travaille sur de nouvelles pratiques agricoles durables. Et le CIRAD s'est lancé sur un combat. Un de ces combats, c'est contre la mouche des fruits. La mouche des fruits qui ravage nos productions agricoles et qui en plus empêche nos échanges de production agricole entre nos territoires. Et figurez-vous que le CIRAD a trouvé que le biocide naturel qui permettrait de réguler cette mouche des fruits est sur nos territoires, et c'est excusez-moi, il me semble que c'est une plante en tout cas qui est sur nos territoires, et c'est bon, on passera sur autre chose. L'autre outil que je vais vous présenter, c'est Calitropique. Calitropique, qui est un pôle de compétitivité de la bioéconomie tropicale. Pôle de compétitivité de la bioéconomie tropicale. Assez compliqué à comprendre, mais fait complètement sens. Parce que le Calitropique travaille sur une problématique terrain d'une entreprise, du secteur privé. Et la solution que Calitropique doit apporter, c'est une solution à base des ressources naturelles, donc à partir de plantes. À titre d'exemple, ils ont structuré une solution de biofertilisant à partir de déchets de végétaux, d'une production agricole. Nous avons également quelques exemples de symbiose industrielle au port de Saint-Denis, qui nous permet, sur quelques hectares, de recycler des déchets du BTP, de recycler les déchets du métal, recycler les déchets du plastique. Et aujourd'hui, à La Réunion, on est capable de réintégrer les déchets du BTP dans la construction. C'est quelque chose qui fait sens, qui fonctionne bien et qui ne demande qu'à être répliqué sur les territoires de la zone océan Indien. Et je voulais vous partager également que la région Réunion, nous travaillons sur un plan régional de réduction des déchets, avec l'objectif de tendre en 2030 à 0 déchet, de tendre encore une fois. Et dans ce plan, dans cette feuille de route que nous
préparons, nous avons tout un chapitre pour la coopération, tout un chapitre à écrire avec vous. Parce que pour nous, la solution, elle devrait être commune et globale. C'est-à-dire que Maurice, La Réunion et les autres territoires de la zone océan Indien, nous pouvons travailler ensemble sur ces sujets, sur ces nouvelles économies. Et c'est ça c'est le message que je veux vous passer aujourd'hui, c'est de vous dire qu'à La Réunion, nous avons des outils techniques, mais surtout nous avons une volonté politique de coopérer, de structurer ces nouvelles économies. On a tout à fait compris qu'aujourd'hui, les seules réponses que l'on pourra apporter face à ces enjeux, c'est du co-investissement, c'est de travailler ensemble sur des projets de recherche et développement. Donc cette coopération sur l'économie circulaire, elle fait complètement sens. Et je vais terminer pour vous dire que entre Maurice et La Réunion, sur ces sujets, nous avons un fort partenariat. Nous avons une coopération qui existe depuis de nombreuses années, mais elle est à la fois avec le secteur privé, on salue encore une fois Business Mauritius, mais également le secteur public. Je salue le ministère de l'Environnement avec qui nous avons énormément travaillé cette année sur différents sujets. Merci. Je t'en prie, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Et alors, c'est de vous dire que sur ces sujets, sur ces thématiques, sur ces secteurs d'avenir, sur l'agriculture durable, nous avons formé une école agricole à Rodrigue. C'est un lycée agricole sur les pratiques justement durables. Nous travaillons fortement sur l'agriculture raisonnée à Maurice avec justement le CIRAD. Et nous avons soutenu aux côtés encore une fois de la MCB, d'Eclosia, également de la Chambre d'agriculture, l'agroécologie avec le vélo vert. Et je peux vous partager que je dis juste quelque chose sur le point de l'agriculture durable. Oui. On n'en parle pas aujourd'hui, vous avez vu que c'est dans les actions Smart, agriculture, bonnes pratiques agricoles, voilà, pardon, les bonnes pratiques agricoles et la réduction des intrants chimiques dans les pratiques agricoles. Ça fait partie de nos actions dans Signature Économie Circulaire. Et on a un embryon de projet avec la région Réunion sur la création d'un parcours pédagogique, potentiellement, éventuellement un jour, une école d'agroécologie. Et donc, c'est quelque chose qu'on parlera aussi dans un prochain atelier en 2021. Exactement, merci Mickaël. D'où le fait que j'ai demandé à Grégory de parler d'agriculture ici, bien que depuis tout à l'heure, on parle d'économie circulaire et déchets. Voilà, merci. Et pour terminer, donc l'agroécologie, où je peux vous partager lorsqu'on passe une matinée avec des agriculteurs de Maurice et de La Réunion ensemble à découvrir les bienfaits de la coccinelle et sur justement les insectes qui ravagent nos cultures, ça donne envie de sortir beaucoup plus souvent de nos bureaux d'ébène. Sur la transition énergétique, je pense qu'il y a très peu de débats. La coopération entre Maurice et La Réunion est une success stories. Aujourd'hui, on est vraiment sur une transition énergétique, notamment sur le territoire, mais également en pleine application sur la zone océan Indien grâce à la COI. Et merci encore à Business Mauritius et encore une fois à l'AFD et l'Union européenne de leur soutien. Pour revenir encore juste avant, s'il te plaît, Mickaël. Et je voulais juste citer que l'AFD sur la transition énergétique appuie également tout ce qui est aspect biomasse, parce qu'aujourd'hui la question de la biomasse est très importante pour l'avenir justement des avenirs énergétiques de nos territoires, également la régulation. Merci. Et pour terminer sur la coopération entre nos deux territoires, encore une fois, merci. Sur la bioéconomie, Calitropic travaille avec justement Business Mauritius sur la structuration d'un cluster. C'est plutôt une cartographie des acteurs de la bioéconomie. On travaille avec le MRIC sur la filière huile essentielle et cosmétiques naturelles. Et encore une fois, avec le secteur privé, notamment l'AMM, on démarre un embryon de programme de coopération sur l'éco-conception en milieu industriel. Et pour terminer, nous avons une forte coopération, un démarrage de coopération sur la filière REP, et ça c'est le prochain sujet de discussion avec Christian Albert. Et également sur la mutualisation des sources, de déchets et des outils. En fait, ce que l'on veut passer véritablement comme message aujourd'hui, c'est qu'il est temps de structurer un Green Deal entre nos territoires. Nous en avons la capacité, nous avons la volonté politique, nous avons les moyens, nous avons l'accompagnement des bailleurs de fonds internationaux. Et c'est se dire qu'entre Maurice et La Réunion, nous pouvons structurer toutes ces nouvelles économies grâce aux outils que nous avons à La Réunion, certes, mais que vous avez également à Maurice. Je pense notamment à un outil qui permet de stériliser les insectes. Et ça, c'est un outil qui est important pour justement travailler sur le combat contre la dengue. Et ça me permet, oui, on peut mentionner rapidement que notre partenariat avec le secteur public et le ministère de l'Environnement, la gestion des déchets est vraiment important. Madame l'ambassadrice touchera un mot justement sur la visite du ministre plus tard. Merci pour votre attention. On avait une courte intervention, une courte
pas allocution, mais Monsieur Pouillès-Duplé de l'Agence française de développement voulait nous partager quelques mots dans cette stratégie d'économie circulaire, gestion des déchets à l'échelle nationale au niveau de l'île Maurice. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être qu'on aurait dû demander à M. Prakash Kaolesar de faire la présentation plutôt que moi. Mais on peut faire deux voix. Enfin, Tu viens d'ouvrir. C'est le but du club, c'est de se dire qui parle voilà. après. En tout cas, on m'a demandé, parce que je ne sais pas si j'étais à l'origine ou si j'étais en réponse, mais on m'a demandé de présenter un peu ce que faisait ou pouvait faire l'Agence française de développement en matière de gestion des déchets. Donc on a, à la demande du gouvernement mauricien et notamment de la Solid Waste Management Division, on a financé des moyens pour que le gouvernement puisse se doter d'une stratégie nationale en la matière qui avait 3 points d'application. Le premier, c'était faire un diagnostic de la situation actuelle. C'était en 2017, donc de la situation de 2017. Le deuxième point, c'était se doter d'une stratégie qui permettait de maximiser et de valoriser les ressources issues des déchets, et notamment en permettant la réutilisation de ces déchets. Et le troisième point, c'était d'étudier éventuellement la valorisation énergétique des déchets à l'aune et à la maille du territoire. Sur cette stratégie, on devait développer un plan d'action en 5 axes. Le premier axe était de faire de la prévention de la construction de déchets, ainsi que de la consommation responsable pour réduire la production de déchets. Le deuxième point, c'était effectivement de voir comment on pouvait réutiliser le maximum de déchets. Le troisième point, de voir dans quelle mesure cette valorisation énergétique pouvait être mise en œuvre. Le quatrième point, c'était de voir quelles étaient les infrastructures de gestion plus adaptées qui pouvaient être mises en œuvre. Le cinquième point, mais cet atelier en fait l'objet, c'était de faire l'éducation, de la sensibilisation et de la communication autour de ces éléments-là. Voilà, cette étude a été, au bénéfice du gouvernement mauricien, a été financée en 2017, un document est sorti, et aujourd'hui, on est en train de lancer la faisabilité d'un certain nombre d'infrastructures plus adaptées sur la gestion des déchets. On parle de déchetterie, on parle de tri sélectif, etc. Et le consultant a été recruté et a démarré son travail il y a quelques jours. Voilà. Qu'est-ce que peut faire l'AFD au-delà de ça? On peut financer bien évidemment aussi des infrastructures et des investissements en la matière, que ce soit des infrastructures d'amélioration de la gestion des déchets, mais aussi du matériel roulant, etc. On peut financer bien évidemment les études de faisabilité. Et pour accompagner tous ces investissements, on peut faire du renforcement des acteurs, que ce soit de la sphère publique, que ce soit de la sphère privée ou même de la sphère de la société civile et citoyenne. Et donc, on est en capacité de faire ça. Et on pourrait, si le gouvernement le souhaitait, lancer cette dynamique en aval de cette étude sur les déchetteries. Voilà. Bien évidemment, cette question de gestion des déchets, d'économie circulaire, est une partie centrale de la vision stratégique du groupe de l'Agence française de développement, qui intervient au travers à la fois de sa stratégie transition territoriale et écologique, et bien sûr de stratégie développement urbain et ville, telle que nous la concevons aujourd'hui. Et donc, il nous semble que ces éléments-là sont fondamentaux. On a déployé à ce stade 2 projets plutôt à la maille régionale. Un avec la Commission de l'océan Indien, où le 16 décembre prochain, on passe devant nos instances de décision pour 6,7 millions d'euros et la gestion des plastiques dans les océans. C'est un projet qui s'appelle Exploit. Et puis des études aussi avec Cap Business Océan Indien. On travaillait sur les batteries usagées et les déchets toxiques, d'une part, et puis une étude de faisabilité sur comment recycler et réutiliser les bouteilles en PET. Voilà, mais l'éventail peut être plus large que ça. Prakash. Ça aurait été... on va un peu insister parce que Prakash
qui œuvre dans l'ombre depuis de nombreuses années et quelqu'un qui a vraiment véritablement œuvré pour tout ce qui est la structuration de la filière déchets à Maurice et Prakash Keolesar. Est-ce que tu veux bien nous partager quelques éléments? En plus, alors oui, je tenais à vous partager également que Monsieur le ministre Ramano devait être présent parmi nous. Malheureusement, l'avion d'Air Mauritius qui devait le récupérer à Rodrigue a eu du retard et il ne pourra malheureusement pas être parmi nous ce soir, mais on a la chance d'avoir Prakash avec nous. Merci Michael, merci tout le monde. Donc pour nous, on travaille ensemble avec l'AFD, évidemment pour travailler sur le plan stratégique et aussi venir avec des infrastructures. Dans la gestion des déchets, le seul problème qu'on avait, on disait à tout le monde ne pas faire ça, mais il n'y avait pas d'infrastructure. Il y a le cadre légal, il y a aussi le côté infrastructurel qu'il faut impérativement mettre en place. Donc ça, c'est une chose qu'on est en bonne voie. Je présume qu'on va, d'ici fin mars ou avril, on souhaiterait avoir le rapport et travailler là-dessus pour pouvoir bouger dans l'autre étape, c'était appoint un transaction advisor. On veut avoir sécurisé la participation du privé. Donc, private sector participation, c'est un peu notre but dans ces initiatives, que ce soit des sorting units, centres de compostage ou anaerobic digestion. Donc, ce sont des infrastructures qu'on souhaiterait avoir sur l'île. Deuxième point qu'on a travaillé aussi avec Christiane, c'est surtout la REP que vous avez déjà commencé. Nous, on a pris le relais pour pouvoir travailler. On a fait des consultations avec l'ADEME, DEAL. On a aussi eu des consultations avec d'autres partenaires à l'étranger pour pouvoir venir avec un regulation. On a un regulation. On voulait commencer avec le low-hanging fruits, which is e-waste. Parce que pour le e-waste, on se rend compte qu'on a des infrastructures qui sont là, mais qui n'ont pas des déchets qui sont acheminés. Donc, je pense notamment à BEM, qui est existant, qui travaille, mais qui n'a pas la quantité voulue. Donc, on voulait commencer avec ça parce qu'on avait quand même fait avec le support de l'European Union, on avait fait une étude sur e-waste. On avait fait aussi un e-waste characterization study avec la MRC à l'époque et University of Technology Mauritius pour quantifier un peu les déchets. Donc, pour voir les types de déchets, types of waste, types of e-waste et puis la quantité. Donc, on a cette base de données. On a aussi une base de données à l'import. Avec le Customs Office, on avait déjà répertorié la quantité. Donc, on sait déjà qu'on a 25 000 tonnes de produits électriques et électroniques qui rentrent sur l'île. On estime à 10 000 tonnes de déchets qui sont générés annuellement. Donc, on voulait commencer avec ça. Donc, dans le Finance Act 2020, on a pu insérer le Producer Responsibility Regulation. On voulait commencer avec Environment Protection Act. Idéalement, on devait venir avec un EPR propre avec tous les types de déchets dedans. Donc, ça allait prendre trop de temps. Donc, pour nous, c'est commencer vite et rapidement, venir avec un regulation qui est spécifiquement pour e-waste. Donc, on a déjà travaillé. Donc, on a eu consultation avec la Chambre de commerce et de l'industrie. On a fait wide consultation. Les membres étaient là, certains étaient d'accord. Donc, on attend pas mal de feedback. Le draft regulation a été circulé. Donc, sur le même principe, c'est-à-dire éco-organisme, éco-contribution, formaliser, licensing and monitoring committee, responsabilité de l'État, responsabilité des consommateurs, des producteurs, importateurs. Et puis, donc, on voulait venir avec le PRO qui a une responsabilité infrastructure, financement, information, donc éducation. Et dans cette initiative, donc là, on devait, nous, le ministre est assez pressé avec ça, donc on voulait terminer les consultations au mois de décembre. En début l'année prochaine, on doit pouvoir envoyer ça au State Law Office
pour pouvoir, une fois les consultations, les remarques sont faites, on peut ajuster donc toute cette draft regulation. On voulait envoyer ça au State Law Office. Puis une fois ça passe le State Law Office, ça va aller au Cabinet of Ministers pour être approuvé. Et puis on donne un temps moratoire pour pouvoir commencer. Donc je ne vais pas aller en détail parce que ça demande... J'ai 37 slides qui parlent de ça. Donc c'est strictement, sommairement ce que je voulais couvrir. Merci beaucoup. C'était exactement... Merci, Prakash. Concis. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ces derniers mois pour ce draft regulation et d'avancer après le Finance Act qui était un moment déclencheur suite aux premières missions de Christiane. Et je pense que sur le e-waste, il y a un vrai sujet de court terme et d'infrastructures existantes et de ce qu'on a comme opinion et avis au sein du groupe de travail d'économie circulaire qu'on a en place sous notre commission Sustainability. On a de vraies priorités sur les sujets des pneus et des batteries, des emballages, papier, carton, plastique. Et je pense que dès début 2021, on aura effectivement, un peu à la dynamique qu'ils nous ont présentée, des associations qui vont petit à petit se mettre en place pour être par la suite sous ce grand umbrella du regulation et de la loi avec le ministère. Et on peut saluer l'inauguration de la déchetterie il y a 2 semaines, qui est une résultante de votre mission à La Réunion. Donc maintenant, on peut tous apporter des déchets dans cette déchetterie. Voilà. Je vais reprendre le micro, parce que Grégory me coupe quand je continue. Merci. On a prévu de finaliser à 17h. Donc moi, pour l'instant, je tiens... j'ai 5 minutes de retard sur le planning. Pour continuer vraiment à être un peu sur cette ligne directe où on voulait pas être focalisé sur le recyclage, j'ai contacté il y a 3 semaines Moana Lebel que j'avais croisée en 2016 dans les assises de l'économie circulaire en France. Moana, elle est basée à Montréal, donc il est 6h30, 7h30 je crois chez elle du matin, et elle a accepté donc de nous parler pendant une quinzaine de minutes. Moana, si tu nous entends, Moana, donc je réduis ton temps à 10-15 minutes. Et on aimerait donc t'écouter sur cette partie du biomimétisme où, quand je l'avais rencontrée, Moana, elle m'avait donné ce livre, L'art d'imiter la nature, le biomimétisme. Je ne vais pas détailler, je vais la laisser elle vous expliquer. Et elle m'avait fait une dédicace. Elle m'avait dit, Michael, la nature est une source exceptionnelle d'inspiration pour concevoir le monde de demain. Il suffit de l'observer pour qu'elle nous révèle ses plus grands secrets. Au plaisir. Donc je dis, Moana, au plaisir, c'est aujourd'hui. À ton tour. Garde-nous donc pendant 10-15 minutes sur le biomimétisme. J'espère que ça va bien passer. Merci. Génial. Merci beaucoup, Michael. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. C'est parfait, oui, tu peux continuer. Oui, OK, parfait. Génial. Bon, mais oui, je suis ici ce matin pour Le Soleil se lève, là, justement, à l'instant même, pour vous parler de biomimétisme. Donc, bio pour vivant, mimétisme pour imiter. Et le biomimétisme, ça consiste à imiter le génie extraordinaire, l'exemple d'efficacité, de développement durable, d'éco-conception, d'économie circulaire de la nature pour innover. On a plein d'initiatives. Je vois que vous êtes déjà dans une vision extraordinaire pour changer nos façons de faire, les façons de faire à Maurice. Après ça, où est-ce qu'on va trouver les solutions? Et le biomimétisme, c'est un outil exceptionnel pour ça. Donc oui, je vous pose un petit jeu pour le début. Donc, qui pense que c'est le serpent qui va gagner? Qui va manger l'oiseau? Qui pense que ça va être l'oiseau qui va sauver et le serpent va rester sans souper, sans dîner? En fait, je vais vous donner la réponse, mais avant, je vais vous expliquer exactement pourquoi on devrait prendre exemple sur la nature. Donc, la nature, c'est 3,8 milliards d'années
de recherche et développement, d'essais-erreurs, avec le perfectionnement qu'il y a eu à travers les années dans l'évolution. Les organismes vivants, les plantes, les animaux, les champignons, les micro-organismes ont développé les meilleures solutions, les meilleures stratégies pour vivre durablement sur la planète. Donc, quel meilleur exemple de laboratoire de recherche et développement et de développement durable qu'est la nature. En tout cas, moi, j'en connais pas d'autres. Mais oui, donc c'est pour ça qu'on veut imiter la nature. Et nous, l'humain, comment on fait les choses? Tu sais, on est une espèce très, très jeune, tout de même, dans l'évolution. On fait les choses avec beaucoup de chaleur, pression, traitement chimique. Et c'est des façons de faire qui, nous, on a beaucoup d'ingéniosité, l'humain, sauf qu'on se retrouve avec des composés qui sont non dégradables par la nature. Donc, on a un décalage qui est très, très grand avec la nature. Donc, on veut s'inspirer, voir comment la nature a déjà trouvé les solutions pour innover, changer nos façons de faire, puis pour créer un monde durable avec un bien-être humain qui est mis au centre de nos préoccupations, autant que l'environnement et l'économie. Donc, on veut créer un monde durable à l'image de la nature. Puis, il y a déjà plein d'entreprises partout dans le monde qui ont compris ça. Vous les reconnaîtrez peut-être. Là. Il y a des entreprises dans tous les domaines, en technologie de l'information, en textile, en vêtements, en cosmétiques, en énergie, dans tous les domaines. Et peut-être que vous ne le saviez pas, qu'ils faisaient du biomimétisme. En fait, la plupart des gens ne le savent pas, mais parce qu'elles ne le disent pas. Parce que ça leur donne un avantage concurrentiel tellement grand et les connaissances de la biologie sont accessibles à tous. Donc, elles n'en parlent pas. Sauf que là, maintenant, ce qu'on veut faire, nous, c'est rendre ces connaissances-là de la biologie à toutes les entreprises. Donc, les plus petites entreprises qui ont une conscience environnementale, les entreprises de Maurice, les entreprises pour encourager l'économie locale, développer cette expertise-là. Puis à travers le monde, vous voyez, là, ça, c'est l'innovation inspirée de la nature qui est en croissance exponentielle depuis des dizaines d'années. Et puis, ça n'ira pas dans le sens contraire, là, ça va être en augmentant, ça c'est certain. Donc, d'où vient le biomimétisme? Léonard de Vinci, qui a été un des plus grands inventeurs de l'ère moderne, il disait, si on ne cherche pas dans la nature pour des solutions, on perd notre temps. Et moi, je suis bien d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis intéressée au biomimétisme très, très rapidement. J'ai été rencontrer les gens, les pionniers là-dedans pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et propager cette connaissance-là, cette pratique-là. Et aujourd'hui, en 10 ans environ de m'intéresser à ça, je suis devenue la directrice fondatrice de l'Institut de biomimétisme au Québec. Je travaille partout dans le monde avec des gens exceptionnels. On coopère sur des projets extraordinaires. Je suis invitée sur plusieurs plateformes, qui a une très grande différence entre il y a 10 ans puis maintenant. À la télévision, sur des événements internationaux, dont le pôle d'éco-conception. Aux États-Unis, j'ai même eu la chance de partager la scène avec John Travolta et je collabore, c'est ça, avec des gens exceptionnels à travers le monde. Donc, je vous présente maintenant plusieurs exemples de comment on peut s'inspirer de la nature pour innover. Donc, c'est partir d'un domaine d'intérêt et aller chercher les solutions dans la nature. On rassemble les connaissances biologiques avec toute la créativité humaine et c'est ça qui crée l'innovation. Donc, on part. Il y avait un train au Japon qui s'appelle le Shinkansen ou le Bullet Train. Et ce train-là, le train balle de fusil, il faisait un boom sonique à travers la ville. Un problème technique, il fallait trouver une solution à ça. Et là, les ingénieurs sur l'équipe du train voulaient trouver une solution, mais rien à faire dans leur formule d'ingénierie, ils ne trouvaient pas de solution.
Alors, quoi faire? Mais l'ingénieur en chef du train était un amateur d'oiseaux et il avait des amis biologistes. Et donc, il a pensé à aller voir, mais comment la nature a déjà trouvé peut-être une solution à cette problématique-là. Et il a trouvé que le martin-pêcheur, lui, pour survivre, hein, la stratégie biologique, c'est de passer de l'air à l'eau, donc aller pêcher les poissons, sans créer de perturbations en avant de lui. Donc, il est très aérodynamique. Et donc, ils se sont rendus compte que le design du bec du martin-pêcheur était le design le plus parfait pour solutionner leurs problématiques qu'ils avaient avec le train. Donc, ils ont étudié bien la forme du bec du martin-pêcheur, ils l'ont répliqué sur le train et ça a permis d'éliminer complètement le bruit, la problématique. En plus, le train pouvait aller 10% plus vite avec 15% moins d'énergie. Donc, il a augmenté substantiellement l'efficacité énergétique. Ça, c'est le premier exemple. Ensuite, on avait, ça c'est un projet sur lequel moi j'ai travaillé avec le centre d'innovation d'une entreprise en technologie automobile. Le but était de faire une technologie automobile, un siège auto qui est plus confortable, moins volumineux, plus éco-responsable et plus sain généralement pour l'humain. Alors, c'était de partir d'un produit qui avait beaucoup de problématiques et trouver des solutions. Et là, on était voir dans la nature pour un organisme qui pouvait nous aider pour ça. Alors, on s'est inspiré soit du colibri, du pin, du cône de pin ou de l'abeille. Alors là, un petit quiz. Qui pense qu'on s'est inspiré du colibri, du pin ou de l'abeille? Donc, c'est l'abeille parce que l'abeille, pour construire son nid, elle va utiliser le minimum de matériel possible pour le maximum de solidité et donc de légèreté. Et on a pu étudier parfaitement comment l'abeille pouvait faire cette efficacité-là, de cette forme-là, hexagonale. Et on l'a répliqué dans le design du siège automobile, ce qui a permis de faire un siège plus confortable, ultra léger, moins volumineux et non toxique par rapport à l'ancien modèle. Et en plus, est complètement recyclable en fin de vie et émane une quantité minimale de toxicité versus l'autre qui était avant. Ensuite, comment la nature régule la température? Il y avait un architecte au Zimbabwe qui, lui, il voulait construire un bâtiment éco-responsable qui n'utilisait pas trop de chauffage la nuit. Chauffage la nuit et climatisation le jour à cause de la différence de température qui était très, très grande entre le jour et la nuit, donc environ 40 degrés de différence. Donc, beaucoup de consommation énergétique. Fait que lui, il a été voir dans la nature les organismes vivants qui avaient peut-être trouvé des solutions à gérer cette différence de température-là. Il a trouvé que les termites, pour créer leur nid, pour bâtir leur nid, elles le font avec des plans d'architecture très, très précis qui utilisent un principe de convection, donc avec des grandes cheminées à l'intérieur qui va dissiper la chaleur vers le haut durant le jour et qui va laisser entrer par des petites ouvertures sur les côtés l'air frais la nuit pour réguler la température à l'intérieur de la termitière 24 heures sur 24, 365 jours par année à 30-31 degrés Celsius. Alors que la température extérieure passe de 0 à 40 degrés en un seul 24 heures. Et il s'est inspiré de ce modèle-là, cette stratégie-là, pour créer son bâtiment qui utilise 90% moins d'énergie qu'un bâtiment conventionnel. Donc,
90% moins d'énergie, ce qui c'est vraiment beaucoup. Et puis ça, c'est sans compter la pollution qui était générée par les gaz de réfrigération et l'utilisation des combustibles fossiles. Un autre exemple d'efficacité de la nature, c'est nous, on utilise des colles, des produits chimiques pour coller nos choses ensemble. Mais la nature, elle, c'est pas comme ça qu'elle fait. Elle utilise une chimie très, très saine. Et on s'est inspiré d'un organisme vivant exceptionnel pour trouver une solution, une alternative à une colle. Donc, soit on s'est inspiré de la moule bleue, du pissenlit ou de l'escargot. Donc, qui pense qu'on s'est inspiré de la moule bleue, de l'escargot ou du pissenlit? En fait, on s'est inspiré de la moule bleue parce que la moule bleue, elle, sa stratégie biologique, c'est de s'agripper fermement aux rochers pour se protéger des prédateurs et pour pouvoir s'alimenter. Et elle fait un adhésif, donc une colle ultra performante sous l'eau et complètement écologique. Donc, on a étudié bien comme il faut comment la moule, quelle est la formule magique de l'adhésif des moules bleues pour pouvoir le répliquer dans une colle utilisée dans l'industrie du bois qui est 100% écologique, 100% biodégradable, fait à partir de soya, qui est un produit qui est peu cher, donc qui est une solution qui est plus économique que les conventionnels toxiques et encore plus performant. Donc, ça, c'est un des exemples extraordinaires du potentiel du biomimétisme et de l'application de ça dans le développement de produits, l'innovation, dans un contexte de développement durable, parce qu'on est capable de trouver des solutions tellement efficaces, plus performantes, moins chères et à impact minime sur l'environnement ou zéro sur l'environnement. Donc, voilà. Un autre exemple extraordinaire de comment on peut s'inspirer de la nature pour innover, c'est comment la nature fixe le carbone. On émet beaucoup de pollution dans l'air, mais le gaz carbonique, comment on fait pour le fixer de nouveau? Donc, soit on s'est inspiré de la mangrove, du corail ou du lémur. Donc, qui dit qu'on s'est inspiré de la mangrove? Du corail ou du lémur? Qui dit? En fait, on s'est inspiré du corail. Et parce que le corail, lui, il va aller fixer le gaz carbonique qui est présent dans l'eau, dans l'océan, dans les mers, et va créer du carbonate de calcium. Et nous, les humains, pour faire notre béton, notre ciment, on va émettre des quantités faramineuses de gaz carbonique pour créer ces produits-là. Mais là, il y a une entreprise qui s'est penchée là-dessus et en trouvant la formule secrète du corail, a pu répliquer le procédé de création de carbonate de calcium en enlevant le gaz carbonique, en étant capable de fixer le gaz carbonique de l'air pour pouvoir créer ce produit-là. Donc, à la place de créer d'autres pollutions pour créer un produit, on décarbonise, donc on dépollue en même temps de créer un produit qui est local et qui est 100% écologique et qui a des bienfaits sur l'humain. Le dernier exemple, c'est un exemple d'une entreprise pionnière en biomimétisme au niveau mondial. C'est Interface Floor, qui font des tapis. Et quoi de plus polluant que l'industrie du tapis, hein, avec les textiles, les colorants, les colles. Et eux, ils se sont dit, nous, on veut être carboneutre d'ici 2020. Là, ça fait des années. Là, c'était en 1994. Et ils se sont fixés cet objectif-là et ils sont très près d'y arriver. Ils se sont demandé comment la nature couvre ces sols. Et ils ont été voir une des pionnières en biomimétisme au niveau mondial, Janine Benyus, et ils se sont rendus compte que dans les designs de la nature, les feuilles, par exemple, tous les designs étaient
différents, aléatoires, dans la forme, la texture et la couleur. Donc, il n'y a pas une feuille qui est pareille. Tout est aléatoire, mais à l'œil, c'est harmonieux. Donc, avec tous ces designs-là, ils se sont inspirés de ces principes-là pour créer des tapis qui maintenant n'utilisaient plus des rouleaux de tapis pour couvrir une surface et qu'il fallait remplacer toute la surface s'il y avait une décoloration ou un bris, une usure, juste un petit endroit. Ils se sont dit, on va faire des tuiles de tapis qu'on va pouvoir placer dans n'importe quel sens, comme ça, et qui pourront être remplacés des années plus tard s'il y a une usure à une petite place, exactement comme les principes de la nature. Donc, des designs qui sont aléatoires dans la couleur, dans la forme et dans la texture, qui permet de réduire énormément ça éliminait déjà les lots de fabricants, mais qui éliminait vraiment beaucoup l'utilisation ou les retailles, donc l'utilisation de matériaux. Et là, l'entreprise Interface, ils ont commencé par intégrer le biomimétisme dans leur design, mais ensuite, ils se sont inspirés de plusieurs organismes vivants, dont le gecko, dont les fourmis, et les processus de réparation même de l'ADN qu'on a même chez les humains, pour coller leurs tuiles ensemble de façon saine et non toxique, avec beaucoup moins de matériaux. Et dans leur gestion des opérations, ils ont intégré le biomimétisme dans toute leur culture organisationnelle et dans leur processus de production. Et ce qui a permis à l'entreprise de réduire significativement leur impact sur l'environnement. Là, ça, c'est les chiffres de 2012, donc ça fait assez longtemps. Mais en réduisant leur impact significativement, ils ont aussi pu économiser 405 millions de dollars en 12 ans. Donc, l'initiateur de ce mouvement-là au sein de l'entreprise, l'entrepreneur, lui disait maintenant, aujourd'hui, la question, c'est plus se demander combien ça coûte d'être vert, mais la question, c'est combien ça coûte de ne pas être vert parce qu'ils n'auraient pas pu économiser 405 millions de dollars en 12 ans et tout en réduisant leur impact sur l'environnement. Donc, voilà. Est-ce que ça vous impressionne? Est-ce que ça vous impressionne? Oui? Yes! Mais en fait, moi, ça m'impressionne tout le temps. Je fais cette présentation-là, ça fait des centaines de fois. Et puis, ça m'impressionne tout le temps. Et il y a un des plus grands CEO entrepreneurs ici au Québec qui, lui, il me disait, moi, je trouve ça, ce que je trouve le plus impressionnant, c'est de se rendre compte qu'on a ces solutions-là à notre portée et qu'on s'en rendait pas compte avant, mais que là, on s'en rend compte en le sachant et qu'on peut s'inspirer de ça et avoir un raccourci d'innovation et de développement durable qui nous permet d'innover vraiment dans un contexte d'éco-conception, économie circulaire et que c'est un outil vraiment extraordinaire. Alors, donc, Moana, merci beaucoup. Voilà. C'était effectivement très impressionnant. Je vais me mettre là pour que tu me vois. Voilà. Ils sont tous ravis, ils applaudissent, mais je crois que tu les vois aussi. Oui, c'est ça, elles je vous vous voient entendais parfaitement grâce à nos équipes techniques. Je crois que tu voulais juste qu'on réponde à la question de début entre le serpent et l'oiseau, c'est ça? On répond à cette question? Pour terminer la boucle, oui, c'est ça, le biomimétisme, c'est une façon de voir les choses, c'est une philosophie, une pratique qui doit devenir systématique. Puis pour y arriver, c'est de changer le paradigme, notre vision par rapport à elle, c'est d'apprendre d'elle au lieu d'essayer de l'exploiter. C'est de travailler de façon multidisciplinaire, travailler ensemble en coopération. C'est comme ça que la nature fonctionne. Et puis, je vais boucler la boucle pour pas vous laisser sur un mystère. Donc, qu'est-ce qui est arrivé après à l'oiseau ou au serpent? La vérité, c'est que je ne sais pas. Peut-être que l'oiseau s'est sauvé. Peut-être que, que le serpent a mangé l'oiseau. Mais ce que je sais,
c'est que dans tous les cas, c'est la nature qui va gagner. Alors, autant travailler avec elle pour innover et construire le monde de demain de façon durable et de prioriser le bien-être humain et de la nature pour créer un monde à son image pour l'avenir. Merci donc, énormément. Voilà. Merci beaucoup, Moana, Merci de votre écoute. D'être éveillée aussitôt. Moi, je peux vous dire que dans une session de préparation qu'on a eue avec Moana, elle m'a déjà dit, si tant est que ce soit une question que vous avez, elle m'a déjà dit qu'elle était prête à mobiliser du temps au courant 2021 pour que Business Mauritius, au monde des parcours de formation, des parcours d'information, travailler. Moi, j'ai insisté pour qu'il y ait le monde académique avec nous cet après-midi et donc continuer à avancer sur ces sujets-là. En tout cas, c'était un temps d'inspiration qu'on voulait vous apporter et je remercie Moana. Je cours après le temps et donc je te laisse à ta journée. Belle journée à toi et à très bientôt. De belles fêtes de fin d'année au Québec. Merci, un grand merci de l'invitation. Au revoir. Merci. Alors si vous voulez bien patienter avec nous, on va aller dans un petit moment profiter du cocktail qu'on a à vous offrir et d'être vraiment dans cette ambiance, cet esprit de fin d'année. J'aimerais passer la parole d'abord à l'ambassadrice de France pour quelques mots sur ce moment qu'on vient d'avoir ici et de voir aussi l'action de la France via la Réunion en la matière. Donc, Madame l'ambassadrice, si vous voulez bien nous adresser quelques mots. Bonjour à tous, je suis extrêmement contente de faire partie du panel aujourd'hui. Merci de cette invitation. C'est toujours bien pour la France de pouvoir porter un message. Alors moi, je vais être un petit peu en décalage. Je n'ai pas assisté à toutes les présentations qui ont été faites cet après-midi. Je vais forcément avoir quelques mots qui seront en décalage parce que par construction, c'est un petit peu la fonction qui m'y oblige. Mais c'est sans doute, en tout cas je l'espère, des messages qui vont venir compléter ce que vous avez déjà entendu, qui peut-être répondront à certaines questions que vous vous posez ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est pour moi l'occasion de passer des messages qui sont politiques, donc qui ne sont pas des messages techniques. Moi, je ne suis pas une experte en environnement. Mais évidemment, la France et donc la diplomatie française s'intéresse de très très près et de plus en plus aux questions environnementales dont la thématique d'aujourd'hui, bien évidemment, d'une manière ou d'une autre, fait partie. Alors pour commencer à faire un petit peu une mise en abîme, vous le savez tous, vous avez, je pense, cette échéance, cette date du 12 décembre prochain qui va représenter, en tout cas dans le milieu de la négociation internationale, une date anniversaire très importante parce que ce sera le 5e anniversaire de la signature de l'accord de Paris. Cet accord avait été signé au terme de la COP 21 qui s'était donc tenue à Paris. Et quand on est diplomate, c'est vraiment un moment extrêmement important. C'est un événement qui a vraiment marqué d'une pierre blanche tout ce qui a pu se dire, tout ce qui a pu s'écrire, alors en accord ou en désaccord sur la question environnementale. C'était vraiment une mobilisation exceptionnelle de la communauté internationale parce que pour la première fois, ça a mené à un premier accord universel en matière climatique. Et c'est aussi cet accord-là qui a battu tous les records dans sa vitesse d'adoption, puisque tout le monde avait fini par signer, et c'était le fameux coup de marteau final qui avait été donné par le ministre de l'époque, M. Laurent Fabius. Alors aujourd'hui, donc c'est vraiment ce qu'on appelait l'esprit de Paris. C'est avec cet esprit-là qu'on continue de travailler, c'est ce qui nous anime quand on est diplomate, quand on a à s'intéresser à ces sujets. Mais aussi parce qu'un diplomate, il ne fait pas que négocier, il s'appuie sur des acteurs qui sont aussi là pour faire en sorte que les intentions soient mises en œuvre. Et donc, après l'esprit de Paris, on est maintenant dans l'ère de la mise en œuvre, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer les choses. Et c'est là où on voit que c'est un peu l'heure de vérité. C'est-à-dire qu'on aura le samedi 12 décembre un nouveau sommet, une nouvelle réunion internationale qui sera de manière virtuelle parce que le monde est aussi un petit peu devenu ce qu'il est en cette fin d'année 2020.
Là, les États vont vraiment être sommés de faire des annonces, ou en tout cas de se réexprimer sur leur niveau d'ambition. Et ça, ça va être une nouvelle étape qui va être très importante pour l'avenir de cette négociation et surtout pour l'avenir de notre planète. Donc ça, c'est vraiment le focus, pour vous donner cette toile de fond qui est éminemment politique, mais qui aussi est une toile de fond qui est éminemment concrète, parce qu'elle repose après sur des acteurs qui vont venir mettre en œuvre des principes, des objectifs qui ont été négociés et décidés. Alors il y a cette phrase de Mandela qui dit « Aucun d'entre nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès ». Et je trouve que c'est une phrase qui est particulièrement inspirante quand on se concentre un petit peu plus sur le sujet de cet après-midi et quand on parle de l'action que peut faire la France avec Maurice sur ces sujets environnementaux. Alors donc la France accompagne Maurice dans la transition énergétique, dans l'agriculture durable, mais aussi dans d'autres sujets, dans d'autres secteurs, puisque la France est étroitement liée à la Réunion, aussi dans cette question du développement de l'économie circulaire, donc qui est l'objet de votre rencontre d'aujourd'hui. Tu en as parlé tout à l'heure, Grégory. Il y a eu cette visite en janvier 2020 du ministre Ramano, M. Ramano, du ministre de l'Environnement, qui s'est faite à La Réunion. C'était au mois de janvier, en tout début d'année. Et je crois que c'est une mission qui, dans la manière de travailler entre la France et Maurice, entre les deux pays, a marqué quand même symboliquement un tournant, parce que on est vraiment arrivé là sur une mission qui s'est construite de manière extrêmement pragmatique, extrêmement concrète. En tout cas, quand on en relit les comptes rendus, on se dit qu'on aurait bien aimé y être. En tout cas, moi, on voyait qu'il y avait un très bel objectif, il y avait un très bel élan dans cette visite. Et donc, c'était une visite qui était centrée sur la gestion des déchets et qui a donc permis à Maurice de découvrir les bonnes pratiques qui sont faites, alors pas depuis très longtemps non plus, mais qui sont faites à La Réunion déjà depuis quelque temps et qui sont des bonnes pratiques qui portent leurs fruits parce qu'elles sont génératrices de success story, ou en tout cas génératrices de valeur. Et ça, c'est extrêmement positif. Et cette visite-là, quand on met un petit peu les choses aussi en perspective, on voit qu'elle se plaçait elle-même dans le sillage d'une réflexion qui s'était déjà engagée en amont, ici à Maurice, sur cette question de l'économie circulaire, et notamment à travers des études, mon collègue de l'AFD s'est exprimé tout à l'heure, qui avaient été faites et appuyées par l'AFD. Et cette visite aussi, d'une manière encore plus proche dans le temps, faisait suite à la première édition des Assises de l'environnement qui s'était tenue pour la première fois ici à Maurice et qui, je crois également, ont vraiment marqué une étape importante pour amorcer cette dynamique de transition écologique. Ce qui était intéressant, je crois, à travers ces assises aussi, c'est que ça a mêlé tous les acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, sont partie prenante sur cette question-là, donc des acteurs issus de milieux qui ont pu se rencontrer et qui ont pu partager. Alors, il y a un mot quand même que je voudrais dire, parce que outre l'économie circulaire, pour se tourner aussi un peu encore autour du sujet, on voit qu'il y a cette démarche qui est celle de se positionner des deux îles, l'une par rapport à l'autre, ces deux îles sœurs. Elle s'illustre aussi sur d'autres sujets connexes que je trouve particulièrement intéressant parce que très instructif dans la manière après de pouvoir lancer des initiatives, impulser des dynamiques. Et là, je songe en particulier à l'exemple de la ville durable. Ville durable, c'est un sujet dans lequel l'ambassade de France à Maurice était particulièrement elle-même impliquée. Et c'est un exercice qui avait été mené, je crois, avec succès en juin de l'année 2019. Et l'objectif avait été à ce moment-là de structurer une offre conjointe Maurice-Réunion pour développer les villes durables, notamment en Afrique. Donc on voit bien là aussi la dimension régionale qui fait que ça peut être aussi en team building, d'une certaine manière, une manière de pouvoir appréhender les sujets dans leur globalité. Et cette complémentarité, c'était intéressant parce qu'elle a montré à quel point on était décidément plus intelligent à plusieurs. Côté réunionnais, on pouvait mettre en avant de fortes compétences dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique, dans l'économie circulaire. Et puis, côté mauricien, on pouvait s'appuyer sur des conglomérats fortement structurés
qui ont des réseaux en Afrique, avec évidemment un sens développé des affaires, et puis aussi appuyé par des fonds d'investissement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en mixant ces deux dynamiques-là, on arrive à ça traduit quand même une volonté très très forte d'aller de l'avant. Sans vouloir non plus faire un inventaire à l'après-vert, mais on peut aussi citer un exemple que je trouve particulièrement instructif, qui est celui du déploiement des énergies renouvelables. À Maurice, c'est un secteur qui est aussi appuyé par la France via la Réunion, sur les questions d'énergie photovoltaïque et puis également sur l'éolien. On a également soutenu, côté français, la création de l'Observatoire mauricien de l'énergie et accompagné aussi la création de l'Agence mauricienne des énergies renouvelables. Une toute petite incise, quand je parlais tout à l'heure de cette thématique et de ce séminaire qui s'était tenu des villes durables, je trouve qu'il y a aussi un secteur qui est particulièrement motivant, qui sans doute est encore là, existe encore de manière pas embryonnaire, mais en tout cas qui pourrait vraiment encore trouver à pouvoir s'agrandir, c'est le secteur du bâti, et notamment toutes les questions qui vont toucher au bâti tropical, avec cet enjeu-là qui est de promouvoir une architecture bioclimatique. On voit bien là hein, le fait que ce sont les mêmes climats que nous avons au même moment sur les deux îles, et donc des complémentarités, des réflexions aussi qui doivent absolument, me semble-t-il, se poursuivre aussi dans cette direction-là. Donc avec cet objectif de, évidemment, miser sur le vent plutôt que sur la climatisation, repenser le bâti et la ville dans une perspective qui soit vraiment une perspective multi- ou pluridisciplinaire, avec des compétences que peuvent apporter des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des physiciens du bâtiment, etc. Donc ça, je pense qu'on est aussi là au seuil en fait, de coopération qui peuvent aussi s'annoncer très, très prometteuses. Voilà, donc vous voyez qu'on a ce partenariat extrêmement stimulant qui a du sens entre les actions qui sont menées Réunion France et Maurice dans le domaine de l'écologie, et qu'on est décidément sur des contextes porteurs, prometteurs. Le secteur de l'économie circulaire constitue vraiment un champ de coopération privilégié. Pour bâtir à Maurice donc, des infrastructures de tri, on l'a évoqué tout à l'heure, de recyclage, et aussi donc, pour mutualiser les moyens qui peuvent être mis à disposition dans les deux îles dans ce domaine-là. Donc le pari qui est fait véritablement, c'est de développer l'économie circulaire et montrer que les actions menées, je crois que ça c'est vraiment un élément important, sont des actions qui sont créatrices de valeur, ce qui permet toujours après d'être dans le coup d'après. Voilà, donc j'en ai terminé. On voit bien que là, on serait donc sur une coopération qui est déjà et qui peut de plus en plus être une coopération gagnant-gagnant. Et je voudrais juste terminer mon intervention en citant donc de nouveau celui qui était mon ministre de l'époque, en 2015, Laurent Fabius. Lors de son allocution, lors de la COP 21, il avait dit « Je crois au succès, j'y crois parce que je l'espère ». Alors, en toute humilité, je voudrais rajouter quelques mots à ceux qui avaient été prononcés par mon ministre à l'époque. D'abord, le prendre à la première personne du pluriel, c'est-à-dire dire le « nous », parce qu'on voit bien qu'à quel point on est là sur des actions qui sont vraiment collectives. Donc, nous croyons au succès, que nous y croyons parce que nous l'espérons, et que surtout, nous agissons. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention qui nous a permis de dresser effectivement le paysage de la collaboration et coopération qu'on a avec France Réunion. Une dernière intervention, c'est celle de Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur Vincent Desgerbes, qui nous accompagne aussi sur cet atelier. Merci Michael. Bonsoir à tous. Bon, je suis le dernier à parler, donc tout a été dit, donc je n'ai plus grand-chose à ajouter ce soir. Moi-même, j'ai beaucoup appris en écoutant effectivement les différentes interventions tout à l'heure. Comme ma collègue, je ne suis absolument pas un technicien du secteur. Simplement, on m'a demandé d'intervenir sur 3 questions.
La première, celle du Green Deal au niveau européen. Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique? Deuxièmement, ce que nous avons fait ou ce que nous faisons à Maurice dans ce contexte-là. Et troisièmement, un petit peu les pistes d'avenir dans cette perspective. Alors, le Green Deal, je ne vais pas passer une demi-heure à vous expliquer ce que c'est. Je pense qu'on reviendra faire un séminaire et Michael m'invitera à cet effet. Je prendrai les transparents avec moi pour que les choses soient plus interactives avec vous. Mais clairement, c'est l'objectif clair, prioritaire de la Commission européenne pour la période 2019-2024. Donc ça a été annoncé par ma présidente, Mme van der Leyen, en septembre de l'année dernière. Et c'est vraiment l'objectif de l'Union européenne de faire du continent européen un continent neutre en carbone à 2050. 2050, ça veut dire qu'il va avoir décliné toutes nos politiques, ça veut dire toutes nos politiques, que ce soit le transport, l'agriculture, la rénovation des bâtiments, tous les secteurs sont concernés et on va, secteur par secteur, fixer des objectifs pour atteindre effectivement cette neutralité carbone à 2050. Donc on est en train de développer tout cet arsenal, entre guillemets, législatif et de soutien pour le faire. J'ai dit 2019, septembre 2019, ça ne nous a pas échappé que c'était avant la crise du Covid. Donc on a été forcément impacté par cette crise. L'idée, c'est de faire de cette crise une opportunité. Très clairement, c'est de utiliser la crise qui nous a à tous révélé notre fragilité, notre problématique de la relation à la nature, à la biodiversité, qu'on a besoin de cette diversité plus que jamais. Donc il va falloir effectivement réorienter notre façon de voir, notre façon de consommer, notre façon de nous déplacer. Tout va devoir être revu. On le fait d'ailleurs déjà, on le voit bien avec tout à l'heure, on intervient depuis le Canada aujourd'hui sans difficulté. Donc on doit revoir nos modes de fonctionnement, notre mode de pensée par rapport à tout ça. Donc le Green Deal, c'est cette énorme ambition. On va mettre 1,8 trillion, puisqu'on ne parle plus en billions mais en trillions aujourd'hui, sur la table pour effectivement redresser l'économie européenne. Et ce redressement passe par le greening complet de l'économie. Donc ça, c'est vraiment l'objectif fondamental et prioritaire que l'on veut poursuivre au niveau européen. On le fait à titre démonstratif chez nous, nous fixons des objectifs propres, notre propre législation, notre propre régulation sur le territoire européen. On veut évidemment, parce que le changement climatique, ça nous concerne en Europe, mais ça concerne le monde entier, évidemment, et on ne peut pas y arriver tout seul. Donc il faut un effet d'entraînement. Il faut un effet d'entraînement. Ma collègue Florence l'a rappelé tout à l'heure. On est passé de Kyoto à Paris. L'Union européenne a toujours été au rendez-vous sur ces grands rendez-vous et sur ces grandes ambitions. On est plus que jamais aujourd'hui motivé également par rapport aux ambitions futures. Alors on a toujours comme on dit en bon français, des setbacks, donc des retours négatifs parfois. On en a eu il y a quelques années sur ce domaine. Je ne vais pas donner des noms, des exemples trop précis là-dessus. Clairement aujourd'hui, le Japon, la Corée, plus près d'ici, l'Afrique du Sud ont fait la même déclaration que nous, qu'ils vont être neutres en carbone en 2050. Donc il y a un élan nouveau qui est repris, et on est très heureux d'être accompagné par l'ensemble de ces pays-là. Évidemment, il y a deux grands absents, la Chine et les États-Unis. Les plus gros pollueurs de la planète, clairement, de ce point de vue-là. Nous, on fait 7%, je pense, des émissions carbone, l'Inde aussi. La Chine, je pense que c'est 35%, si je ne me trompe pas. Et les États-Unis, ça doit être à 19%, si je ne me trompe pas non plus. Bonne nouvelle, la Chine également a fait cette même annonce. 2060, neutralité carbone. Objectif affiché, sera-t-il atteint, sera-t-il mesuré, etc. On verra. Mais en tout cas, politiquement parlant, comme le disait ma collègue tout à l'heure, c'est extrêmement important qu'on ait ce type d'engagement au niveau du principal concerné, on va dire, de ce point de vue-là, au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et les États-Unis, on est très heureux de voir que le nouveau président élu, effectivement, a déjà fait déclaration de revenir dans l'accord de Paris. Donc, on retrouve une nouvelle dynamique au plan mondial, et je crois que c'est extrêmement important de le souligner. Je viens ici à Maurice. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici à Maurice? À Maurice, je crois qu'on intervient à 3 niveaux. Et j'aurais signalé, le premier, c'est qu'on a, et il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où on a encore cette relation, on a un dialogue sectoriel, politique sur le changement climatique. Donc c'est un des rares pays au monde, je dirais, avec qui on a engagé déjà depuis quelques années un dialogue politique sur ces questions-là, pour notamment, mais pas seulement, revoir les NDC, donc les
les objectifs qui sont fixés dans le cadre de la Convention de Paris, pour voir effectivement quelles sont les ambitions de Maurice par rapport à ces objectifs et comment Maurice se dote des moyens pour atteindre ces objectifs et les remplir. Voilà. Et quelle manière nous pouvons accompagner. Alors ça, c'est le deuxième point. Nous travaillons avec les autorités mauriciennes sur ces différents objectifs. Ça va concerner aussi là une grande diversité d'opérations, les énergies renouvelables. On a mis en place des programmes du type SONREF ou autres que vous connaissez certainement pour accompagner effectivement la mutation des entreprises sur ce créneau-là. Ça va concerner l'économie circulaire et donc là on retrouve toute la discussion de cet après-midi effectivement et les modalités. Et je signale que notre souci en tant qu'Union européenne, en tant que France, État membre, etc., et bien sûr les régions, c'est de partager l'expérience, partager les savoir-faire, partager les compétences, la démonstration, emmener le ministre Ramano effectivement visiter sur place comment les choses se font et constater in situ, une visu, comment on peut réaliser et qu'est-ce qui est possible. Moi, ce qui m'a très intéressé de la collègue du Canada, c'est de dire par rapport au Green Deal, est-ce que c'est faisable ? Elle vous a démontré que c'est faisable. Il faut simplement changer notre façon d'approcher les choses, réfléchir autrement, innover. Je crois qu'on peut effectivement y arriver à travers ça. Donc ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on est en train de faire ici à Maurice. Agriculture également, sujet extrêmement important. Donc Smart Agriculture, on a plusieurs projets avec le FAREI, avec le ministère de l'Agriculture. Avant de venir ici, je viens de signer une lettre au ministre Manej Gobin, c'est lui qui est en charge de l'agriculture, effectivement, pour travailler sur la reforestation dans le parc de Rivière-Noire, 4 millions d'euros, excusez du peu, qui sont investis effectivement là-dessus, et aussi sur les mangroves, notamment de la zone du Wakashio, donc pour également restaurer le patrimoine des mangroves dans cette zone. Voilà, donc on a des engagements, il y a une vingtaine de projets, donc je ne vais pas tous les citer ici, qui sont en cours de réalisation sur ces différentes problématiques. Troisième et dernier point, l'avenir. Nous avons travaillé sur la période en tant qu'Union européenne, on a un budget qui est de 7 ans, donc on a travaillé sur 2014-2020. Cette période s'achève, donc on tourne un peu la page. Demain, on a une réunion précisément avec ma collègue française, avec Grégory, avec l'AFD également, pour penser l'avenir 2021-2027. Très clairement, le changement climatique est la priorité des priorités. Dans notre partenariat avec Maurice, ça sera la priorité qui sera, je dirais presque la seule et unique priorité majeure qu'on aura dans notre partenariat. Et toute la réflexion que l'on va faire, c'est de voir comment est-ce que, avec la France, avec Maurice, avec les autres États membres de l'Union européenne, avec nos entreprises, avec leur savoir-faire, leurs compétences, on va pouvoir effectivement accompagner Maurice dans ses efforts pour effectivement être aussi une île magnifique d'abord, et neutre en carbone, et le rester. Merci beaucoup. Merci pour ces quelques mots. On avait pris le pari de vous avoir avec nous tout au long, et on est ravis d'avoir eu les échanges et aussi d'avoir pu avoir quelques informations techniques qui vous sont parvenues aussi. Donc on est vraiment reconnaissant de vos temps, agenda chargé, on connaît, mais merci beaucoup. Avant de laisser les mots de clôture et remerciements à Kevin Ramkalawan, notre CEO à Business Mauritius, je remercie moi-même mes collègues, Vimal et Kelly, Grégory qui a permis cet événement dans une conspiration. Si vous ne comprenez pas le mot conspiration, venez me voir après, c'est très très positif la conspiration, ça n'a rien à voir de négatif. Conspirare, ça veut dire respirer ensemble. C'est du biomimétisme en verbal. Merci à l'équipe technique et je remercie beaucoup effectivement toute l'équipe de Business Mauritius. Philippe Ispitayenoé qui est le président de commission a dû partir, mais on a Sil Sharma qui est avec nous, Caroline Rowe qui est dans la commission Sustainability, j'en oublie, Raj Makun qui est dans cette commission. Enfin, vous êtes dans la salle par rapport à cette commission et je veux vraiment vous remercier parce que si Signature existe, vous avez depuis 2 ans donné de votre temps. Si on a lancé au mois d'août, c'est parce que vous nous avez dit, même pendant la crise du Covid, on ne recule pas, on ne bouge pas. Vous m'avez même demandé, on avance. Et donc là, on devait sortir en septembre, on est sorti fin juillet, début août. Et Kevin, je te remercie pour cette confiance que tu passes à toute l'équipe. Les brochures sont à l'arrière. À toi. Merci, bravo.
Bravo Michael, vraiment quelques mots de la fin, je sais que je suis entre vous et le cocktail que Michael vous a gentiment concocté, mais il fallait quand même dire quelques mots pour vous remercier tout d'abord tout le monde, bien sûr les présidents des commissions et des sous-comités du Sustainable Inclusive Growth. Rappeler que ce Signatière est un travail qui a pris 2 années et inviter tous ceux qui ne connaissent pas de s'impliquer. C'est vraiment quelque chose, je crois, qui démontre le futur de ce que nous voulons être comme pays, comme entreprise du pays. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour ces informations préliminaires, certes, sur le Green Deal. Et je pense que la Commission et tout le monde, on aimerait mieux entendre et mieux comprendre. Et peut-être vraiment pour le mot de la fin, c'est qu'on a toujours parlé d'une commission Sustainability and Inclusive Growth à Business Mauritius, qui au fait est économie écologique. Et Michael aujourd'hui nous a challengé en parlant d'écologie économique. La différence est énorme, 2 mots interchargés. Je pense qu'on pourra en parler au cocktail. Merci, au revoir. À bientôt.